Bonjour, je souhaitais échanger avec vous aujourd'hui sur un dilemme finalement pas si rare que ça, qu'on peut rencontrer dans le cadre d'opérations finalement si fréquentes, les transactions immobilières. Le cas de monsieur ou madame, tout le monde, qui souhaite acheter la maison de ses rêves qu'il ou elle a enfin trouvée sur le marché. Avec toutes les réflexions habituelles que ça peut poser, mais parfois la réflexion suivante, supplémentaire, à savoir, est-ce que c'est véritablement une maison, un bien immobilier que j'achète, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que j'achète le contenu ou le contenant de quelque chose? Qu'est-ce que j'évoque en disant ça? Eh bien, finalement, la situation suivante, celle où cette maison, ou cet appartement, ce bien immobilier, ce logement que je souhaite acheter, appartient à une société civile, une fameuse SCI, comme on les croise si souvent. Et mon vendeur m'explique que ce bien qu'il met à la vente et qui m'intéresse, eh bien, il ne le détient pas directement, il le détient à travers une SCI, pour employer l'acronyme consacré. Mais ça pourrait être d'ailleurs n'importe quelle autre forme de société. La société civile a un succès assez répandu en matière de détention de patrimoine pour diverses raisons, dont on pourrait reparler d'ailleurs, et qui sont exactes. Mais voilà, ce vendeur m'explique que pour lui, dans son cas, et ça ne serait pas forcément le même cas que le voisin, mais dans son cas, lui, ce qui l'intéresserait, ça serait non pas que sa société me vende la maison ou l'appartement que j'ai repéré, mais il souhaiterait me vendre le tout. Non pas me vendre la liqueur, mais me vendre le flacon avec la liqueur dedans. Et il m'explique que voilà, en achetant toutes les parts sociales du capital qu'il détient, eh bien je deviendrai moi-même propriétaire de ce capital à sa place et indirectement de tout le patrimoine que détient cette SCI. Donc au final, j'arriverai bien au résultat souhaité, c'est-à-dire d'être propriétaire du bien immobilier. Donc il m'explique que pour moi, il n'y a pas de grande différence. Et que pour lui, en revanche, c'est intéressant parce que dans son cas précis, la fiscalité qu'il va avoir à subir à l'occasion de cette vente va être plus favorable. Parce que c'est vrai que dans un cas comme le sien, quand on vend un bien immobilier détenu par une société civile, selon le calendrier historique des opérations, c'est-à-dire selon la date à laquelle la SCI était devenue propriétaire de la maison, ou au contraire selon la date à laquelle lui, il est devenu propriétaire de la SCI, c'est-à-dire la date à laquelle il a acheté les parts de SCI, eh bien, il peut y avoir des délais de propriété, des délais de détention qui ne sont pas les mêmes. Et dans certains cas, le vendeur aura plutôt intérêt à vendre les parts sociales pour obtenir une exonération d'impôt sur la plus-value plus large, voire totale, alors que si c'était la personne morale, la société civile qui vendait le bien, cette exonération ne serait pas atteinte ou pas dans les mêmes proportions. Voilà. Donc il m'explique ça tout en me disant que pour moi il n'y a pas d'impact négatif. Donc est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur ce que nos amis anglo-saxons appelleraient un share deal, un share, la part sociale, l'action, plutôt qu'un asset deal, c'est-à-dire un deal, un marché, un accord, un contrat conclu plutôt sur les parts, plutôt qu'un asset deal, c'est-à-dire un contrat conclu sur l'asset, c'est-à-dire le bien, l'objet patrimonial détenu par la société. Bien, pourquoi pas? Et c'est vrai que je pourrais me dire finalement ce qu'avait conduit ce monsieur à structurer son patrimoine dans une société civile, ce sont de bonnes raisons qui pourraient s'appliquer à moi parce que j'ai un projet plus ou moins familial, collectif sur la détention de ce bien. Le fait d'acheter dans le cadre d'une société civile, ça peut permettre, pourquoi pas, d'organiser des règles de détention, de fonctionnement sur mesure, de participation financière bien ciselée,
évolutive dans le cadre d'un couple, par exemple, qui apporte pas le même financement. Ça peut aussi aider à porter des projets de transmission anticipée, maîtrisée. Je peux me dire voilà, qu'on va pouvoir mettre en place une détention collective de ces parts sociales entre le couple des parents et puis nos enfants, pour faire en sorte que tout ça soit d'ores et déjà bien paramétré par rapport à une succession future, la plus lointaine possible, mais que toutes les ressources du droit des sociétés vont nous être utiles pour pousser ce type d'environnement, ce type d'accompagnement favorable, en plus de l'opération proprement dite d'achat. Donc pourquoi pas, allons-y, j'achète la société civile. Ça peut avoir tout son sens et présenter effectivement des avantages pour tout le monde, mais il faut quand même être vigilant, toujours vigilant, et je dirais dans ce domaine même très simple, hein, purement patrimonial, qui concerne uniquement des actifs privés de personnes normales, si j'ose dire, eh bien, le degré de vigilance et de contrôle, d'examen, d'audit antérieur doit être encore relevé par rapport à une vente immobilière classique. Presque un petit peu comme peuvent le faire les professionnels, par exemple, de la cession d'entreprise, hein, notamment les cabinets d'avocats spécialisés dans ces domaines-là mènent ce qu'on appelle là encore pour parler anglais, des due diligence très poussés, hein, quand on achète une entreprise, non pas l'activité, mais qu'on achète la société qui exploite cette activité. Il y a une somme de choses à checker, à vérifier, qui est très très importante. Et bien finalement, on peut penser que le même raisonnement est à dupliquer, à exporter sur notre sujet de monsieur et madame tout le monde qui achètent cette SCI, et que le nombre d'aspects à vérifier est démultiplié. Pourquoi ? Parce qu'en creusant les choses, on peut s'apercevoir que cette maison que nous vend ce monsieur, c'est la maison de ce qu'on appelle un castor, hein. Le vendeur castor, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression qui se retrouve même chez les tribunaux, hein, dans les cas où il y a des litiges sur ces opérations de vente pratiquées par un castor. Le castor, finalement, par référence à l'animal bien connu, c'est celui qui a des talents particuliers dans le bricolage, et plus que ça, quoi, hein, dans les travaux immobiliers, et tout en étant un particulier, qui c'est pas une entreprise de bâtiments de travaux publics, mais ce monsieur, voilà, avec les savoir-faire qu'il a ou qu'il pense avoir, hein, il a auto-réalisé tel et tel travaux de plus ou moins grosses œuvres sur le bâtiment qu'il me vend. Là encore, on parle de situations qui sont très loin d'être rares, hein. Combien de cas peut-on rencontrer où le vendeur, soit au cours de la construction de la maison, a acquis simplement des marchés de travaux sur la carcasse en béton, mais a finalisé lui-même toute une série de travaux importants touchant aussi aux grosses œuvres comme la toiture, la terrasse, l'aménagement de tel ou tel segment de la construction. Ou alors ça peut être des travaux de rénovation, de reconstruction qu'il a fait. On a rajouté une annexe à la maison, on a surélevé d'un étage, on a rajouté une cheminée, une piscine, on a transformé le garage en unité d'habitation supplémentaire. Bref, les exemples sont légion, et voilà, celui qui a la passion de ça, qui trouve le temps de le faire, peut-être par souci d'économie ou de faire ceci à son goût, réaliser les travaux lui-même. Et donc voilà, il ne s'agit pas simplement d'avoir changé les poignées d'une porte ou repeint la cuisine, mais d'avoir vraiment fait des travaux qui sont indissociables du gros œuvre. Bien, ce qu'il faut savoir dans un cas comme celui-ci, c'est que évidemment ces travaux, malheureusement, peuvent faire l'objet de malfaçons, hein, peuvent être affectés de vices, et c'est possible dans tous les cas. Ça peut arriver même si des professionnels patentés ont réalisé ces travaux. Et ces professionnels
sont d'ailleurs tenus à une garantie, et c'est bien connu, le Code civil l'organise depuis longue date, hein, la fameuse garantie décennale, hein, pendant les 10 ans qui suivent la construction du gros œuvre ou les travaux de rénovation, de construction qui ont pu être menés sur un bien plus ancien, eh bien sont légalement, impérativement, c'est une règle d'ordre public, ces travaux sont couverts par une garantie décennale, c'est-à-dire que tout vice qui va se révéler dans les 10 ans suivant l'achèvement de ces travaux va être couvert par cette garantie, c'est-à-dire que celui qui est victime de ce vice, de ce défaut, devra être dédommagé. Bien. Quand les travaux sont faits par un professionnel, il ne peut pas se dégager de cette garantie. Hein. Encore une fois, elle est d'ordre public. En revanche, quand je suis un particulier et que j'ai acheté une maison qui a moins de 10 ans, et puis dans ce délai-là, parce que finalement, pour telle ou telle raison, professionnelle ou autre, je déménage et je revends cette maison, en tant que particulier, je ne suis pas tenu à cette garantie. Le constructeur, les corps de métier sont tenus à cette garantie, mais le particulier ne l'est pas. Sauf si c'est lui qui a réalisé ces travaux de gros œuvres, hein, sauf le cas de notre Castor. Et ça, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire là-dessus depuis un certain nombre d'années. Hein. Le particulier n'est pas tenu à la garantie des vices cachés. Il peut, comme on dit, s'en exonérer. Hein. Il faut le stipuler dans l'acte. Et les actes authentiques, les actes notariés de vente immobilière sont systématiquement munis de ce type de stipulation quand la vente intervient entre deux particuliers. Mais en réalité, cette exonération de la garantie des vices cachés est inaccessible pour le Castor. Celui qui a fait lui-même les travaux ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité par rapport à ces travaux. Dit autrement, à hauteur des travaux qu'il a faits, il est considéré comme un professionnel de la construction. Et s'il ne voulait pas l'être, eh bien, il ne fallait pas qu'il fasse ces travaux. Voilà en gros le raisonnement de la Cour de cassation depuis longue date. Si j'en reviens donc à notre exemple, hein, de notre monsieur ou madame tout le monde qui achète la maison de monsieur Castor, eh bien je dirais, s'ils achètent la maison directement, on se retrouvera bien dans le cas qu'on décrit, hein, c'est-à-dire que ce Castor est responsable des travaux qu'il a fait. Monsieur et madame tout le monde achètent la maison. Bon, pas de problème, aucun vice qui se révèle, ils ne subissent pas de sinistre. Et puis finalement, pour des raisons liées à leur vie, ils décident de revendre la maison à un tiers. Et toujours dans le fameux délai de 10 ans, le tiers, lui, subit un sinistre. Les cas qui ont pu être traités évoquaient par exemple des dégâts qui avaient pu être très lourds, hein, des maisons réduites en cendres à cause d'incendies générés par des cheminées qui avaient été mal réalisées par des vendeurs Castor. Dans cet exemple-là, si j'ai acheté la maison directement à M. Castor, que j'en suis propriétaire, et puis je la revends à Monsieur X, et Monsieur X, lui, subit le dégât, subit le sinistre, ça n'est pas ma responsabilité qui est engagée vers lui, puisque moi j'ai jamais réalisé ces travaux, c'est Monsieur Castor initial. Parce que la transaction a porté sur le bien immobilier. En revanche, si au moment de l'acquisition, quand M. Castor m'expliquait que c'était plus intéressant d'acheter les parts de la SCI, si j'ai suivi ce raisonnement, et qu'au lieu d'acheter la maison, le contenu, j'ai acheté les parts de SCI, le contenant, alors j'ai acquis avec la responsabilité qui est accrochée en fait aux travaux qui sont censés avoir été faits par la SCI. Et donc moi, si je deviens propriétaire de la SCI, alors j'endosse la responsabilité, quand bien même je n'ai jamais réalisé ces travaux. Puisque le propriétaire initial de la maison, c'est la SCI, c'est elle qui est responsable des travaux réalisés en autoconstruction. Je prends la SCI avec tout son contenu, le meilleur et le pire, comme on dit. Hein, et si je revends ça à Monsieur X et que, avant l'expiration du délai de 10 ans,
un sinistre se produit parce que les travaux ayant été mal faits, quelque chose se déclenche, eh bien M. X va pouvoir attaquer la SCI. Et là, c'est ce que la Cour de cassation a confirmé, puisque la question était inédite, dans un arrêt du 19 octobre 2023. Elle a confirmé que même si l'actionnariat de la SCI a changé entre-temps, c'est-à-dire que celui qui détient les parts, c'est plus le castor initial, c'est une autre personne qui a acheté les parts entre-temps, peu importe, la responsabilité suit la SCI, les parts de la SCI, en quelques mains qu'elles se trouvent. Et ça signifie que en achetant la SCI, voilà, j'ai acheté aussi un risque supplémentaire. Donc ça n'est pas un risque systématique, ça n'est pas un cas à craindre dans strictement toutes les hypothèses, mais il mérite un point de vigilance particulier dès lors qu'on est en présence d'un bien sur lequel on s'aperçoit que des travaux ont été faits moins de 10 ans avant la date de la transaction. Merci.